Géraldine disait en venant dans la voiture qu'il y avait des gens, quand ils écoutaient les satsangs, ils percevaient que ce dont on parle était plus évident au moment de l'espace entre les paroles, au moment dans les temps de silence. C'est vrai que dans un satsang, il y a des questions, il y a des réponses, mais il n'y a pas que ça. Tout ça, ça se danse dans un espace très calme, paisible, silencieux. C'est le principe de toute cette manifestation qui danse. Il faut à la fois du tangible et de l'intangible. Quand on voit par exemple les feuilles des arbres qui dansent en ce moment, les feuilles d'arbres toutes seules ne dansent pas. Il faut une brise, un vent invisible pour que ça puisse danser. Tous les mouvements, ils peuvent mettre en valeur cette immobilité, cette tranquillité. Mais bon, faut pas que ça vous empêche de poser des questions. Ou pas. En général, la dernière après-midi, je parle moins pour pouvoir laisser s'exprimer. Et des fois, c'est même pas la réponse à la question qui compte. Des fois, juste le fait d'exprimer quelque chose à un questionnement suffit pour dénouer. Ça nous arrive très fréquemment. Si on devait faire une petite statistique, environ 1 message sur 10 qu'on m'envoie, les gens m'écrivent le message, quand ils ont fini la question, 2 minutes après, ils m'écrivent « c'est bon, j'ai eu la réponse ». Mais normal. Comme tu es la conscience, tu as toutes les réponses. Oui. Redire la même chose est toujours la même chose. Oui. En fait, dans tous les sens, je regarde et je vois bien que c'est toujours la même chose, que je pose toujours les mêmes questions, en fait, ça revient toujours au même. Oui. Et le retour, quand tu me donnes un retour, j'ai l'impression que tout le monde le voit, les autres, et pas moi. Comme tout à l'heure, quand il y avait des histoires qui se parlaient, les gens se parlaient, je voyais l'histoire, et en fait, c'est vrai que cette histoire, c'était évident qu'elles se parlaient à toutes les deux, ok, mais moi j'étais à l'extérieur de cette histoire, et du coup, après, il y a une personne qui m'a dit, mais on parlait pas non plus de cette histoire, t'étais pas dans l'histoire, et je me suis dit, bah si, en fait, oui, elle, comment dire, l'extérieur, j'ai toujours l'impression que c'est les autres, Ouais. que le groupe c'est facile à plusieurs,
Et voilà. Et quand il faut parler de ce moi, entre guillemets, et ben, j'y arrive pas. Enfin, j'arrive pas à le voir, ce moi. Tu veux pas Je le voir? sais qu'il est là, parce qu'il est tout. Je suis pas. Je vois bien que l'identité, elle est encore là. Mais elle le est moi là, n'est sans pas être là, l'identité. c'est comme- C'est quoi que tu appelles l'identité? Ben, je sais pas, par exemple, tout à l'heure on parlait de jumelles, et je suis jumelle, j'arrive pas à l'enlever, moi, ce je suis jumelle. Donc c'est une identité, on est bien d'accord. Ouais. Alors, même si je vais dire, je vais m'arrêter de dire je suis jumelle, mais en tout cas, si j'en parle encore aujourd'hui, et c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passerait si tu lâchais je suis jumelle? Il se passe quoi dans le corps quand tu dis je suis pas jumelle? C'est pas possible. Ça crée l'émotion. Ouais. Ouais. Donc le corps dit la vérité. Il y a un attachement ici Ouais. fort. Ça crée une identité, effectivement. Voilà. Donc c'est... Là encore, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que très très souvent, les sages parlent de la renonciation, renoncer à tout, tout lâcher, tout abandonner, etc. En fait, c'est une étape, mais ça ne veut pas dire que tu perds quelque chose. En fait, tu perds rien du tout. Tu perds rien du tout parce qu'en réalité, tu as... Comment dire? Ça t'appartient pas tout ça. Ouais. C'est pas que ça t'appartient, c'est que c'est à l'intérieur de toi. C'est en toi. C'est toi. Tout. En fait, quand tu t'autorises pas à renoncer à quelque chose, tu renonces à tout le reste. Quand tu renonces pas à quelque chose de fini, tu renonces à l'infini. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais en fait, tu vas te rendre compte que comme c'est l'infini, après que tu réalises, il y a aussi une place pour je suis jumelle. Après coup. Ouais. Sauf qu'après, il n'y a plus d'affect, par contre. Oui. Après, qui y est ou qui y est pas, c'est plus un problème, puisque tu sais que ton identité, justement, c'est pas je suis jumelle, c'est je suis. Puis après, pour jouer, on met un truc derrière, pour jouer. Donc voilà, il y a un accueil avec cet attachement. Est-ce que tu disparais si tu n'es pas jumelle? Mais c'est comme quand vous êtes deux. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes deux. Non, on n'est pas deux. Oui. C'est ce que j'allais dire. Oui, voilà. En fait, toute Mais ça ma fait vie écho quelque part à ton voilà, histoire. Toute ma Hein. vie a un écho avec ce deux. Ouais. Tu vois? Et donc, je pense que j'aurais pas pu venir voir une personne. C'était impossible. Ah oui. Même consciente de ça, Mmh. oui, faut que je le regarde. Quoi. Ouais. Je le regarde bien. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait une division. C'est vraiment une division, quoi. J'ai jamais été bonne en division. Les plus, ça va, mais alors... Ouais. C'était un disciple de Shankaracharya, qui était un grand sage de l'Inde de, je crois, 8e siècle ou 13e, je sais plus. Quelque chose comme ça. Et il vient voir Shankaracharya et lui dit Maître, est-ce que je peux rentrer? Et donc il est derrière la porte. Shankaracharya, il lui dit tu peux rentrer si... attends, c'est quoi déjà? Si tu te réduis au point zéro ou si tu t'augmentes à l'infini. Donc en fait, si tu t'ajoutes à l'infini, ça marche aussi. À ce moment-là, si tu veux être jumelle, sois jumelle avec tout. Ça marche aussi. Tu peux être jumelle avec le brin d'herbe, avec... Si tu préfères les additions, additionne tout, hein, dans ces cas-là.
C'est bon comme ça. Hein. Oui. Ça va? Ah oui, c'est vrai, ça me fait plaisir. Est-ce que l'éveil, c'est un état qui est définitif? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des allers-retours, on revient un peu dans son identité, ou alors ça y est, c'est complètement, ça a disparu et du coup... Tant qu'on croit que c'est un état, c'est pas définitif. Ah oui, voilà. Ouais. Quand on se rend compte que c'est pas un état, justement, c'est pas une expérience, que c'est simplement le fait d'être simple, on peut pas le perdre. Tu peux pas perdre être, sauf si tu y crois. Ouais. Quand tu y crois plus, tu peux pas le perdre, c'est impossible. Enfin, c'est même pas une question de croyance, c'est une question de ne pas croire la croyance, qui te fait croire que tu es pas, ou que tu es pas consciente, ou c'est impossible de pas être consciente. Il faut forcément une conscience éveillée pour croire ne pas être éveillé. C'est toujours retourner à la source de la stabilité de l'expérience. Ce qui est stable dans l'expérience, c'est ce qui constate. Et il y a quelque chose qui constate même l'idée « je ne suis pas éveillé », par exemple. On pense ne pas être éveillé parce qu'on s'imagine qu'être éveillé, c'est justement un état. C'est quelque chose d'objectivable avec le mental. Ça se traduit par quelque chose d'énergétique ou quelque chose... Et en fait, non, c'est fluctuant, on pense que ça fluctue. Enfin, moi, j'avais la sensation que ça pouvait fluctuer, que ça pouvait se faire par gradation aussi. Parce qu'il y a des prises de conscience, mais les prises de conscience, elles sont, en tout cas pour moi actuellement, ponctuelles. Oui, c'est normal parce que c'est des prises de conscience. Voilà. Et donc ne prends pas. Voilà, c'est ça. Il faut mieux lâcher. Ouais, c'est ça. Laisse la conscience faire ce qu'elle a à faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ouverture et fermeture de conscience. Ouverture, fermeture, ça change. Mais dans le mot conscience, ça bouge pas. Regarde ce qui est là pour constater ouverture et fermeture. Il y a une conscience permanente pour voir ça. C'est sûr que c'est pas du grand spectacle. C'est pour ça qu'on peut pas se la raconter vraiment avec l'éveil en fait, parce que c'est pas du grand spectacle. Il y a en Inde, on dit que les 4 qualités d'un sage réalisé, après, c'est comme ça que c'est défini, mais c'est le désintéressement, la compassion, l'humilité et l'équanimité.
Et en fait, ces 4 qualités-là, pourquoi? Parce que l'humilité, parce que c'est pas... comment tu veux te vanter du fait d'être? Il n'y a rien à se vanter d'être. Un arbre, il se vante pas d'être. C'est trop simple. Comment tu veux avoir de l'intéressement, que les gens ils te donnent des choses, etc. Être se suffit à lui-même, tu vois. La compassion, ça se réalise parce que tu te rends compte que être, c'est le même chez tout le monde. Et l'équanimité, ça se réalise parce que tu te rends compte que être ne fluctue jamais. Si tu ne colles pas aux perceptions, aux émotions, etc., être ne bouge pas. Donc effectivement, il y a ces 4 qualités-là. Moi, j'ajouterais simplicité. Voilà. Comme l'enfant. Simple comme l'enfant. Oui. Oui, tu me disais une fois, à propos de être justement, tu disais qu'il y a toujours être pendant le sommeil profond. Oui. Pour moi, c'est pas une évidence. Et je voudrais voir un petit peu, je dirais presque le contraire serait plus évident. Je ne sais pas si on peut dire dans l'être, il y a sommeil, plutôt que... Parce que tu penses que tu n'es pas dans le sommeil profond? C'est pas évident, non. Il y a une conscience qui voit que tu es dans le sommeil profond. C'est pas évident, non. Ah oui? Alors comment tu peux dire que tu as été dans le sommeil profond? Parce qu'il y a une conscience qui le dit. Il faut bien qu'il y ait une conscience pour comparer les 2 expériences. On peut aussi se réveiller et se dire où est-ce que j'étais, je me rends pas compte de ce qui s'est passé avant. Oui, il y avait une expérience sans mental et sans les 5 sens. Mais tu sais quand même que tu es pendant le sommeil profond. Et le simple fonctionnement du corps démontre qu'il y a une conscience. Bah oui, forcément. S'il n'y avait pas une conscience, le cœur s'arrêterait, plus rien ne fonctionnerait. Donc ça continue de fonctionner. Alors quelle est la différence justement entre le sommeil et la veille, justement, qui fait que ça ne peut pas être évident d'être pendant le sommeil, alors que c'est évident pour moi pendant l'état de veille. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de mental et pas les 5 sens. C'est pour ça. Mais il continue de se passer des choses. Dans le sommeil profond, il y a toujours la conscience qui est là. Oui, mais ça peut être une histoire. Qu'on me raconte le sommeil, si j'ai pas cette conscience-là. Ouais. Ça peut rester une histoire. De manière infuse, est-ce que tu peux me dire que la conscience s'arrête à un moment et reprend à un autre moment? Non. Tu sens que c'est continu. Tu le pressens, c'est même pas mental. Tu sais non, que c'est pas mental, justement, si je cherche, ouais. je vois pas. Ouais. Ben voilà, c'est ça. La vie ne fait pas de pause. Tu es toujours là. Après, dans les phases de sommeil, il peut y avoir des phases. Le sommeil profond peut être conscientisé en tant qu'état, justement, non, sans mental, sans les 5 sens, mais pourtant il y a toujours quelque chose. La conscience peut se voir dans cet état-là, dans l'état de sommeil. Tu peux voir le corps dormir, ouais. Être conscient pendant que le corps dort, c'est tout à fait possible. C'est... ouais. Ça peut peut-être aider justement à avoir aussi cette continuité. Oui. Dans l'état de sommeil, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déboîtement des corps. Donc le corps astral sort un petit peu du corps physique pour pouvoir accélérer la recharge du corps
enfin, du corps astral, du coup, qui est plus bloqué par la densité. Et donc, voilà, donc tu peux être conscient pendant que le corps dort, et tu peux même être conscient du processus de rechargement des corps et du corps astral. Pareil, une fois, j'ai eu l'expérience du corps astral qui se rechargeait par l'intermédiaire des centres, voilà, plusieurs fois, et en fait, ce qui se passe, c'est c'est vibratoire, il y a comme des sons, ça fait comme une espèce de harpe, ça fait enfin je sais pas comment expliquer, et en fait ça recharge le corps pendant que ça dort. Ouais, moi j'entends des sons, mais pas des sons comme les sons physiques, ouais. Les corps se rechargent, quoi. Puis après ça se réemboîte au moment où tu le vois. D'ailleurs, qu'est-ce qui parlait de ça tout à l'heure, l'idée de la chute au moment où on s'endort, c'est peut-être ça aussi, non, le détachement des corps, on a l'impression de chuter. Oui, tout à fait. Ouais. Quand on rêve et qu'on a la sensation de chuter vers l'avant, en fait, c'est pas qu'on chute vers l'avant, c'est que le corps astral se déboîte d'un coup vers le haut. Ça donne l'impression de chute vers l'avant. C'est ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une suggestion, c'est que quand tu t'endors, t'as pas peur de t'endormir, en fait. S'il y avait vraiment un rêve, quelque chose, quand tu sens que tu vas mourir, il y a une peur qui est là. Ouais, mais enfin, c'est pas de mourir, c'est juste justement cette... En fait, tu veux juste être conscient d'être conscient. Tu sais très bien que tu es conscient pendant un sommeil profond, mais tu veux en faire l'expérience. Je sais pas, parce que après ça reste de l'ordre d'une histoire qu'on raconte, sans certitude. Ouais. Au début, tout ce qu'on... Pour la plupart... Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps sur Facebook. Pour la vaste majorité des gens, le cheminement vers la réalisation, ça part par... bon, il y a quelqu'un qui te raconte un truc. Est-ce que déjà tu y crois ou pas? Et c'est vrai que dans un premier temps, je te rejoins, c'est important de passer par la croyance. Après, si tu as un certain esprit d'analyse, tu vas commencer à comparer. Moi, je faisais ça, je croisais toutes les informations de tous les sages de toutes les époques, toutes les cultures, etc. Puis de me rendre compte que tout le monde dit la même chose, je me suis dit, bon, il doit y avoir une vérité quelque part, parce que si tout le monde dit la même chose... J'avais l'intuition qu'il devait y avoir... De toute façon, moi, je pouvais pas vivre, moi, sans... Ouais, non, ça me satisfaisait pas de vivre en pensant qu'il y avait que ce monde-là. Je voyais pas du tout l'intérêt. Si tu veux. Oui, c'est complètement irrationnel pour moi de penser qu'on arrive de rien et puis on retourne à rien après. Ça n'a aucune logique. Enfin, quand je dis rien, je parle d'un néant comme les gens matérialistes l'imaginent. Il n'y a pas de peur derrière justement ce que j'exprime là. Donc, juste ça n'est pas quoi. Mais il y a la conscience qui est là pour en témoigner quand même. Il faut une conscience pour dire je suis pas conscient dans le sommeil. Donc c'est quand même conscientisé. Conscience de ne pas être, c'est possible ça. De ne pas être. C'est ça, non, c'est ce que tu dis. Justement, la réalisation, c'est de voir, de réaliser à l'état de veille, l'état de sommeil profond. De voir ce qui est là, au-delà des 5 sens, au-delà de l'activité du mental. Là, je te regarde depuis le sommeil profond. Moi aussi. Bah oui. D'ailleurs, tu peux pas du tout me prouver non plus, si on inversait les choses, que tu ne rêves pas. Aucun scientifique rationaliste sur Terre ne peut prouver qu'il n'est pas en train de rêver tout cet univers-là.
Ouais. de l'histoire. Et en fait, ils pourront pas prouver qu'ils rêvent pas parce que la réalité, c'est qu'ils rêvent. La conscience manifeste un rêve qui a l'air plus vrai parce qu'il est un peu plus long et entrecoupé de phases avec d'autres rêves dans le rêve. Donc du coup, on croit que ce rêve-là est plus réel, mais en fait, c'est un rêve quand même. Avec une personne qui n'arrête pas, elle peut devenir folle. En temps de guerre, ils empêchaient les gens de dormir. Qui ne dort pas. Pour pas qu'ils dorment. Et en fait, du coup, les gens devenaient fous, mais pas parce qu'ils ne dormaient pas, parce qu'en fait, paraît-il qu'ils ne pouvaient pas rêver. Et c'est ça qui les rendait fous. Oui. Donc ça veut dire que le rêve, hein, il est d'une grande importance. Oui. Mais vous rêvez plus. Ils ne deviennent pas fous. Les gens qu'on empêche de rêver deviennent fous et vous ne devenez pas fous. Parce que justement, ils se croient être leurs pensées. Du coup, qu'est-ce que c'est que la folie en fait? La définition, c'est déjà quelqu'un qui a beaucoup de pensées, qui se sent complètement envahi par ses pensées et qui voudrait bien les contrôler, mais qui n'y arrive pas, et donc ça le rend fou. Qui laisse pas faire, quoi. Qui lâche pas. C'est l'état de beaucoup de gens sur Terre en ce moment. Et dans le rêve, c'est une pensée. Donc quand tu rêves, c'est une pensée. Oui, le monde astral est le monde de la pensée. Quand tu rêves, pourtant, tu n'as plus de contrôle, tu n'as plus rien. C'est pas une pensée. Enfin, si. C'est pas un truc que tu gères. Oui, il y a deux types de rêves. Il y a les rêves qui servent au cerveau à classer la journée, à garder des choses et à en rejeter d'autres, à faire le tri en fait. Ça procède à la configuration neuronale du cerveau. Et puis il y a aussi des rêves qui sont là pour le coup des vrais sortir du corps, et tout le monde en fait la nuit, hein, sauf qu'on s'en souvient plus au réveil, mais on continue de faire des choses la nuit. La vie n'est jamais inactive, donc ça continue tout le temps d'agir. Par exemple dans l'astral, ça continue tout le temps d'agir. Donc voilà, ça continue. Il y a toujours la question, c'est est-ce que tu veux contrôler ou pas? S'il y a pas de contrôlant, il y a pas de folie. Et il n'y a plus de rêve. C'est pas vu comme des rêves, c'est vu comme des perceptions. Ça, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tout ce qui est de l'ordre du champ perceptif est reconnu comme n'étant pas fondamentalement ce qu'on est. Et ça inclut l'état de rêve. Donc on ne se croit pas non plus être... on se croit ni être le bonhomme ici, ni être le bonhomme dans le rêve, si tu veux. Et jusque-là. Oui. Donc vous avez quand même des rêves, mais vous y en prenez pas, ou il n'y a pas du tout cette phase de sommeil paradoxal? C'est pas comme des rêves. C'est pas comme des rêves. D'accord. Comment ça Des songes. Tout est plus songe. Voilà, ça se rapprochait plus d'un songe. On reste conscient. Voilà, oui. Ça reste conscient en fait. Donc c'est pas un rêve. Mais le corps, vous allongez pour vous reposer. Il dort, le corps il dort. Le corps dort. Ça fait pareil avec des cycles et tout ça, mais tout est conscientisé. Ouais. Okay. C'est comme les yogis qui restent allongés en méditation.
le fait de... Parce que ce qui m'est arrivé 2-3 fois, c'est au moment où il y a justement cette perspective de lâcher le personnage. Il y a une sensation de peur qui s'y met et qui peut prendre plusieurs formes. Soit c'est une espèce de saut un peu dans le vide, comme on disait, soit c'est une espèce de peur de rentrer dans une forme de dissociation, de se dire je vais devenir complètement schizophrène parce que du coup je me prends pour autre chose que je ne suis pas. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, c'est une stratégie du mental pour toujours tenir les rênes ou est-ce qu'il peut y avoir réellement dissociation du personnage? Parce que à force j'imagine, de se dire bon, en fait, je suis pas, comme tu disais, I'm not this mind, I'm not this body. Ouais. On peut arriver, dans certains cas, à une dissociation, mais pathologique, quoi. Oui. Non? Oui, à partir du moment où ça s'est fait dans une intention de rejet, mais pas dans une reconnaissance. C'est pas un acte d'un effort humain de savoir que t'es pas le corps. C'est une reconnaissance directe, c'est réellement comme ça que c'est. D'accord. Puisque tout ce qui est de l'ordre du corps c'est perçu, tu reconnais qu'il y a quelque chose qui perçoit ça. Mais il n'y a aucun rejet. Oui. Tout est toujours là à sa place. C'est juste que ça se reconnaît D'accord, ouais. comme c'est, quoi. Comme par exemple, là, on pourrait croire que je touche le pantalon, mais c'est pas la réalité de l'expérience. Ça se reconnaît directement que c'est juste une sensation vibratoire, c'est la réalité de l'expérience. Et ça se sent aussi que rien ne se touche. Il n'y a pas de toucher en fait. Et c'est la réalité de l'expérience. Vous ne touchez jamais rien, les atomes se repoussent électriquement, mais c'est la vraie sensation. Si vous observez, c'est des vibrations qui se repoussent. C'est ce qui se passe. Donc il n'y a pas l'illusion de croire qu'il y a un truc solide qui touche un autre truc solide. C'est toujours vu comme ça, senti comme ça. C'est pareil pour tout. Tout est vu comme étant vibration et fréquence vibratoire au sein de cette conscience, quoi. C'est que ça, l'univers est fait que de ça, comme ça. Donc il n'y a rien à rejeter. Oui. Ouais. Donc en fait, c'est le fait d'accepter, c'est d'être dans l'acceptation de ce qu'on est. On constate, en fait, de ce que ouais. La conscience constate, et de pas... La folie va venir si on rajoute quelque chose, ou on retire, ou on essaye de masquer ce qui est, en fait. La folie vient à partir du moment où tu t'attaches fortement à l'idée d'une division. Alors avec plus ou moins de... Tu vois, pour les sages, les gens qui sont la norme actuelle sont tous fous. Ouais. Bah oui. Parce qu'ils ont une vision divisée et parcellaire de la réalité. Et plus cette division elle est forte, et plus tu deviens fou. Entre guillemets, hein, je mets des mots pour qu'on se comprenne. Il n'y a pas de folie en réalité, tout ça. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on appelle la folie. Oui, dans le monde relatif. Donc ce qui crée la folie, c'est on va dire un personnage très fort, un ego très très fort. Et pour qu'il se crée, en général, il faut que cet ego-là, il ait quelque chose à revendiquer, à défendre de très fort, lié à un émotionnel très fort. Chez certaines personnes âgées en fin de vie, il y a de plus en plus cette folie qui arrive parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qu'ils n'ont jamais accueilli au niveau émotionnel, et ça renforce un territoire, quelque chose qui veut défendre quelque chose. Et c'est là qu'après on dit les gens ils sont aigris et tout ça. Ils en veulent au monde entier. Et c'est important de comprendre cette mécanique pour s'en libérer justement. La vie n'a rien à défendre.
avec un B majuscule, je veux dire. Tu vois, ça défend rien. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à se prouver, il n'y a rien à prouver par rapport au regard des autres. Ça parle. Je crois. Peux-tu nous dire ce que tu as vu, vécu et ressenti lorsque tu allais dans l'astral pendant ta déclaration? Même si ce n'est qu'une étape vers l'accomplissement et vers l'éveil, c'est une étape peut-être intermédiaire. Pas forcément. Un petit peu, voilà ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as pu créer, voilà, l'environnement, qu'est-ce que tu as vu, les couleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait long de tout dire. En très condensé. Ouais, même en condensé. Je vais essayer de faire le plus condensé possible. Eh bien, dans l'astral, tout ce que tu crées se manifeste. C'est vraiment comme dans Au-delà de nos rêves. C'est pour ça que je dis aux gens de regarder ce film-là, comme ça c'est plus rapide. C'est instantané. Pour comprendre. Ouais, tout ce que tu crois, tout ce que tu penses se crée instantanément. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un enfer et un paradis, puisque la façon dont tu crois va se révéler de l'autre côté. Donc quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de dualité en lui, qui pense, qui a cette idée de persécution, que les choses sont imparfaites, il va manifester ça. Tout un environnement imparfait où il va y avoir cette persécution, il va y avoir des êtres qui vont arriver... Il va continuer à souffrir. Il va l'auto-créer, mais en fait c'est pareil que quand tu es dans le corps. L'enfer et le paradis, c'est ici maintenant. Ça peut, pour certaines personnes, c'est l'enfer. Et il y a des personnes qui se croient même physiquement atteintes et qui peuvent même mettre ça en scène. Enfin bon, voilà. Donc dans mon cas, j'ai jamais expérimenté des choses avec... des entités, des trucs ce qu'on appelle le bas astral. On va dire la première sortie importante, ça a été quand j'ai vu mon corps dans le lit et je me suis baladé dans mon appartement et j'ai vu que je pouvais changer de vêtements par la pensée, voilà, à volonté. Et après, j'ai pas osé sortir de l'appartement parce que j'ai eu peur. Je me suis dit que comme j'étais à l'étage, je me suis dit que j'allais tomber, ce qui est impossible. Donc du coup, dès qu'on a peur, on revient dans le corps automatiquement. Et puis après, une autre sortie, j'étais frustré parce que personne ne me voyait. Donc là, j'avais osé sortir de l'appartement. J'étais dans un centre commercial et les gens me traversaient. Et j'étais frustré, donc je suis retourné... près de mon lit, je voulais retourner dans mon corps, et puis là j'ai vu un enfant en bleu qui me voyait. Donc je lui ai dit, ah bah tiens, toi tu me vois, donc on va aller faire un tour. Et puis il m'a pris par la main, puis on est parti par la fenêtre. Voilà, on a volé. On peut voler au-dessus de la ville et tout. Et puis après, je lui ai demandé depuis combien de temps elle était là, et puis lui m'a dit que ça faisait 15 jours. Il avait sans doute quitté le corps il n'y a pas très longtemps. Et puis je lui ai dit que ça faisait plus longtemps que moi qu'il expérimentait ça, donc qu'il prenne les choses en main, quoi. Et donc là, tout c'est instantanément, on est passé de ce plan-là où on voyait encore le monde physique, puisqu'on voyait les maisons sous nous, enfin en dessous, parce qu'on volait au-dessus des toits. Et là, ça a disparu, on s'est retrouvé dans un autre plan, plus subtil. Et là, je traversais plus la matière, je pouvais la toucher. Donc je pouvais toucher, et c'était une bile de cristaux, de couleurs. Voilà. Mais ça paraît merveilleux, mais en fait, tout est possible, tout peut être créé. Donc, voilà. Et puis les expériences après que j'ai faites, c'est qu'on m'amenait dans des endroits et je devais créer moi-même des planètes. Tout ça, ça m'a appris que la pensée était créatrice. Voilà.
Et la dernière expérience de astral que j'ai faite et qui a définitivement mis un terme avec toutes ces recherches, c'est que tous les corps se sont déboîtés, physique, astral, causal, et jusqu'à quelque chose qu'on ne peut pas définir. Et puis après, donc il y avait fusion totale, et après ça s'est réintégré, tout s'est réintégré. J'ai ressenti l'ego, toutes les pensées, les croyances reformées à un moi individualisé, une illusion d'un moi individualisé. Et puis voilà, puis après c'était pas établi, donc j'ai continué à chercher. Et puis tu as envie de revenir, ou t'as pas du tout. À un moment donné que tu étais bien où tu étais, que tu as été tiré vers le bas, vers ton corps, quelle sensation tu as eu à ce moment-là? Quand je suis revenu dans le corps physique? Non, quand tu étais dans l'astral. Là, c'était pas une expérience astrale, quand il n'y avait plus rien, quand tout avait été déboîté. Dans l'astral, oui, on peut avoir un attachement à l'astral. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui s'attachent à ça, parce que imagine que tu puisses tout manifester par la simple pensée, que tu puisses voler plus vite que la vitesse de la lumière, que tu puisses passer à travers les murs. Ouais. C'est enivrant. Ouais. Il y a de quoi s'amuser, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a qui restent dans ces expériences-là toute la vie terrestre, tu vois, qui développent tout un tas de méthodes, techniques, approches en rapport avec l'astral et tout ça. C'est très sollicitant, d'une façon, tout le système de pensée, puis d'une façon égotique, c'est normal, quoi. Ouais. T'as l'impression que t'as plus de limites et tout. Tu vois. Mais en fait, si, t'es quelque part limité. Oui. Il y a toujours le sentiment d'un moi individuel dans l'expérience quand même. Donc il n'y a pas la paix. Ah non. Puis, tu t'arrêtes plus, tu peux en faire des expériences comme ça. Ouais. J'en ai fait plein aussi. Je m'amusais à manipuler l'énergie éthérique. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. Puis t'en es conscient, donc du coup, c'est facile, ça devient facile. Tu vois, avec des amis, une fois que j'avais fini mon travail, je parle de ça il y a au moins 25 ans, même plus, je me rendais chez eux, tout le monde faisait plein d'expériences, il y avait tout un groupe d'amis et tout ça. Et on s'amusait à sortir du corps comme ça spontanément, traverser les murs, se positionner dans une partie de la salle, quelqu'un devait deviner où on était, enfin des trucs pas possibles. Ah ouais, il y en a qui ressentaient, évidemment, qui percevaient à un moment donné qu'il se passait quelque chose, mais bon, tu t'aperçois très vite que moi j'en ai fait vite le tour. Très vite. Une certaine lassitude qui fait que très vite le tour. On a envie soit de changer de plan si on le peut, ou soit de revenir sur un plan plus dense pour renouveler des expériences. Pour moi, c'était facile d'aller d'un plan à l'autre comme ça spontanément, donc du coup, il n'y avait pas d'intérêt. Je décidais de me retrouver en une fraction de seconde dans un autre univers, quelque chose qui est indéfinissable. Tout était instantané. Je me suis dit à un moment donné, effectivement, il y a eu une espèce de lassitude, un truc qui m'a dit c'est pas là où tu vas trouver ce qui est évident. Voilà. Mais bon, je l'ai fait aussi, comme des millions de personnes. Il y a plein de gens qui passent par là. Ça reste des expériences. Voilà. On n'est pas obligé de passer par là, mais on peut le faire. Et il y a toujours un petit goût d'insatisfaction, même peu importe ce que tu as fait, il y a toujours t'es pas satisfait avec ça. Il n'y a pas de complétude. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de complétude. Est-ce que la structure mentale qu'on a en densité, elle suit dans l'astral? Est-ce qu'il n'y a pas... Tes croyances suivent. Tu pars avec tout ton... Elles sont là. Et avec tes mémoires aussi, du coup, avec ta mémoire, avec ton personnage, en fait, c'est juste sur un plan vibratoire différent, mais... carrément, tu pars avec les mêmes casseroles là-haut. Ah, pareil. Puis tu vois des gens qui sont... quand je voyageais, que je faisais ces expériences-là, je voyais des gens qui étaient dans le même monde, en fait, qu'ils avaient eu sur Terre. Oui. Certains, ils étaient dans des espèces... Il y avait des églises, des trucs comme ça, et d'autres, ils étaient en train de faire leur métier. Le même. Etc. Mais mais c'était comme ça infini, quoi. Enfin, c'était vraiment infini. Puis d'un seul coup, il y en a... alors, à l'époque, comment c'était perçu, quand je faisais les expériences, d'un seul coup, il y avait comme quelque chose de profond qui était
conscientisé. Et là, il n'y avait plus de forme astrale. Ça devenait sans forme et hop, il disparaissait d'un seul coup. Donc là, je ne sais pas comment on peut ça. Il y en a qui vont dire il s'ascensionnait ou je ne sais quoi. Et là, il y avait quelque chose qui se passait. Ça aussi, j'avais constaté que ça semblait avoir lieu. C'était très drôle de voir ces gens reproduire leur métier, leurs habitudes et tout. Et les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, alors dans l'astral, ça se passe comment? En fait, au moment, ça a été constaté par plusieurs infirmiers. Peu de temps avant de quitter le corps, ils retrouvent toutes les fonctions, parce que justement, il y a un déboîtement du corps, astral et physique, et ce qui fait que là, à ce moment-là, il y a une claire lucidité. Une expérience marquante quand tu reviens dans le corps physique, quand tu as l'habitude de faire des sorties, c'est la lenteur du cerveau. C'est très lent. En fait. Dans l'astral, tu peux aller beaucoup plus vite, faire beaucoup plus d'expériences en très peu de temps. Et comme on passe par le cerveau, ça ralentit. Tu vois, par exemple, au niveau de la compréhension dans le dialogue, c'est hyper lent. Dans l'astral, par exemple, enfin, moi, toutes les expériences que j'ai faites, c'était toujours télépathique et instantané. C'est ça. On n'ouvre pas la bouche, quoi. C'est direct. On comprend tout de suite, il n'y a pas de disharmonie dans le dialogue. Tu vas pas plus vite que la vitesse de la lumière. Hein. Au moment où tu dis je suis sur, je sais pas, la planète Mars, au moment où c'est 10, t'es déjà là-bas. Quoi. Tu vois, c'est comme ça. C'est instantané. Et tous ceux qui ont des pathologies comme ça de type dégénérescence, ça voyage beaucoup. Hein. Ça voyage beaucoup. Hein. Les autistes, les Asperger, tous ces trucs-là aussi, pareil, ça voyage beaucoup en fait. Bah, ça leur permet de, tu vois, quelque part, d'avoir un semblant de liberté, en fait, de ressentir. Voilà. Et vraiment beaucoup. Beaucoup. Et quelqu'un qui aurait réalisé le soi et qui serait atteint de la maladie d'Alzheimer, ça devrait incroyable. C'est marrant la combinaison que tu fais. Mais ça change rien. C'est pas l'état du cerveau qui fait la réalisation. Non. Exactement. On n'est pas un cerveau. Non. Personne pense. Oui. Ah non, il n'y a personne qui pense. Il y a juste des pensées qui se baladent. Exactement. Et quand vous dites mes pensées, mon mental, mes pensées, et souvent les gens font ça. Vous pouvez pas les localiser, c'est faux ça. C'est une impression que vous avez, mais c'est pas là. Il n'y a pas de lieu géographique. Ouais. Elles émergent spontanément. Hein. Incroyable. Ouais. C'est même prouvé scientifiquement maintenant, parce qu'il y a des machines où on peut voir l'aura. Et selon comment tu vas penser, ou selon... Donc une pensée en général est associée avec une émotion, un certain type de fréquence, on va dire, et ça modifie instantanément ton aura ou une partie de l'aura. Et maintenant ça peut se voir, j'ai fait des expériences comme ça en machine, en laboratoire, où tu peux faire plein de trucs. Vous voyez les auras? Une femme enceinte, par exemple, vous la voyez avant qu'elle soit enceinte? Ça peut se je présenter, pas, mais c'est ça, il n'y a pas de recherche là-dessus. Il n'y a pas de focalisation sur tous ces trucs-là. Ouais. Mm. Mais tout est disponible maintenant, donc tout peut avoir lieu. Quoi. Une personne malade, tout peut avoir lieu. On ne peut pas te dire à l'avance parce que c'est... Il n'y a pas de temps. Voilà. Ouais. Ça peut. Elles viennent d'où les pensées ou les émotions, si on les crée pas, elles sont créées par quoi ou par qui? Elles sont là comme ça depuis tout le temps Voilà la question. Ouais. On est en train de prendre, non, c'est sûr. Elles viennent d'où les pensées alors? Ah oui. Ou de quoi? Pardon. Si elles sont là, d'accord, mais elles sont intégrées, elles ont toujours existé. Enfin... En fait, c'est des associations liées à... Il y a deux choses. Soit c'est un conditionnement lié au passé. Donc tu crois que c'est tes pensées, mais en fait tu fais juste que les pensées... En fait c'est comme un ordinateur, un programme si tu veux. C'est juste ça. Le cerveau est comme un ordinateur en fait qui répète un programme. Donc quand tu as... pour faire comprendre ça aux gens, je leur dis regardez pendant une semaine des films d'horreur toute la journée, vous verrez les pensées que vous avez la semaine d'après.
Et après, dites-moi si c'est vraiment vos pensées. Tu vois, c'est pas tes pensées, c'est juste ça répète le programme. C'est pareil pour tout. Mais il peut y avoir aussi des pensées qui viennent, qui émergent d'autres choses qu'un conditionnement. Comme la pensée que j'ai eue à 19 ans, et qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup j'arrêtais de penser, justement. Et ça, cette pensée-là n'est pas venue de quelque chose que j'avais lu, ou qu'on m'a dit, en tout cas pas dans cette vie. Enfin, ça vient d'un élan comme ça, profond, quoi. Donc c'est intéressant de reconnaître justement quand la pensée c'est lié à un conditionnement ou alors à l'élan du cœur qui veut s'exprimer. Mais en aucun cas il y a une personne qui est responsable de tout ça. Il n'y a pas de personne. D'ailleurs, il n'y a pas de centre personnel, il n'y a pas de moi personnel dans l'expérience. Nulle part tu peux trouver un moi personnel dans l'expérience. C'est ça, la réalisation du soi, c'est ça, c'est que tu cherches qui suis-je. En général, les sages, c'est ce qu'ils disent, c'est la question fondamentale. Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est un mensonge. Il n'y a jamais eu de qui, en fait. Il n'y a pas de qui. Tu ne trouves pas qui. C'est difficile d'imaginer que les choses sont, qu'elles ont toujours existé, qu'elles n'ont jamais été créées à un moment donné. C'est pour ça que c'est comme l'infini, quoi. C'est pour ça que ça ne s'imagine pas. Tu ne peux pas l'imaginer, justement. Tu peux pas passer par l'imagination. Ouais. Et vous pouvez pas nous le montrer non plus. Ça se montre pas. Ouais, ça se montre pas. C'est déjà là, ça se montre pas. Tu peux pas montrer quelque chose qui... Ça se révèle. Voilà, exactement. Quand tu vas au cinéma, tu vas voir un film, tu focalises sur les personnages du film, les couleurs, les formes du film, etc. Et imaginons que tu saches pas qu'il y a un écran blanc qui soutient le film. Et quelqu'un te dit il y a un écran blanc qui soutient le film, et cet écran blanc-là, il bouge jamais, il est toujours là. Et ben là, c'est déjà comme ça. Il y a un écran blanc là en ce moment qui soutient le film. Ben, regarde là. Mais on peut pas s'autoriser à penser quand même qu'à... c'est pas pour piéger, mais jusqu'au bout de ma démarche. Ouais. Qu'à un moment donné, il y a quand même une espèce de créateur, de force, d'énergie créatrice. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, ça c'est encore autre chose, mais il y a quelque chose quand même, il y a une force, il y a quelque chose d'immense. Ouais. Donc qui serait supérieur à toi? Pas supérieur dans le sens hiérarchique, mais supérieur dans un tout, une espèce de soleil central, on appelle ça le soleil central, voilà, quelque chose qui est à l'origine de la création du cosmos, de la création des univers, de quelque chose à l'origine. Et qui serait où? On ne sait pas, mais quelque chose qui est à l'origine de... Ouais. Après, mais on ne peut pas s'autoriser à imaginer ça quand même. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. C'est ce que j'allais dire. Je veux l'autorisation dans le Et en matière d'imagination, je veux dire, tu peux. Ouais. Ouais. Il y a de quoi faire. Tout a toujours existé, tout a toujours été là, enfin c'est quand même là, c'est... Oui. Et puis il n'y a pas de... lourd. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Même sans univers, la conscience, c'est la même. Hein. Il n'y a pas de support alors la conscience, il n'y a pas de support. Non. Non. Justement, il n'y a pas de support à suivre. Elle n'entre pas dans un processus de création ou de naissance. Elle est comme elle est depuis toujours, c'est comme ça, c'est éternel. Est-ce qu'il y a des lieux d'éducation pour les enfants comme ça Alors, pas les lieux d'éducation qu'on connaît nous, hein, mais des lieux d'éducation où on leur dit il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, origine. C'est en train de se mettre en place. Ça commence à venir. Où ça? Parce que nous, on est intéressés. Ça vient, ça vient. Mais les enfants le savent. Ouais, ils savent. C'est pas compliqué pour eux. Il y avait un professeur de physique quantique qui disait que tout était l'infini et que
que eux aussi étaient l'infini, et les enfants n'ont aucun problème avec... quand tu leur dis vous êtes l'infini, ils font oui, je suis l'infini, et pour eux c'est évident. C'est rassurant. Ouais. Il n'y a pas de souci pour eux. Et puis les enfants ont une connaissance, s'ils ne sont pas trop formatés, ils ont une connaissance infuse. Il y a un film qui s'appelle Être et devenir. C'est sur la philosophie qui a été mise en place dans des écoles pour des classes de 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et à un moment donné, la thématique, c'est la mort. Et il y a une petite fille qui dit il n'y a pas de mort, quand on meurt, on est tout bleu. Je ne sais même pas s'il y a dit bleu fluorescent. On sort par le nombril ou je ne sais pas quoi. Elle décrit tout le processus de sortie astrale. Et en fait, quand elle en parle, ça sent le vécu. Enfin, c'est clair que c'est évident, quoi. Pour elle, c'est évident. Ouais. Mais pour les enfants, l'expérience de temporalité est très abstraite. Vous vous souvenez peut-être plus, mais ça a mis beaucoup justement de temps, entre guillemets, avant que ça rentre, la temporalité. Tu es obligé, en fait, pour qu'un enfant il comprenne la temporalité, tu es vraiment obligé de mettre en place des choses du genre... tu vois, alors quand la grande aiguille elle sera rendue à ce niveau-là, la petite aiguille, etc. Donc nous, on le voit en ce moment avec une fille de 6 ans. Là. Ouais. Il est en train de perdre ça, justement. C'est-à-dire que là, il est en train de se dire que la grande aiguille est là. On est lundi après-midi. Ouais. Et on voit qu'il est en train de basculer, en fait, dans... Moi, ça me renvoie une sorte de tristesse, mon bout qui te renvoie à toi-même. Ouais. Forcément. C'est ça. Voilà, donc j'essaie de laisser faire les choses et les questions émerger comme elles émergent. On est quand aujourd'hui? Je me dis, qu'est-ce que je dis Je dis on est mardi, je dis rien. Je dis, bah toi, tu trouves qu'on est quand enfin, Je suis un peu perdu des fois. Ouais, non mais ça serait intéressant de voir comment il apprend ça, ce serait drôle. Ouais. On est quand? Déjà, c'est intéressant parce que le mental, il pose des questions qui devraient tout de suite être crues comme vraies alors qu'elles sont fausses dès le départ. Genre, on est quand aujourd'hui? Elle est déjà fausse la question. La vraie question, c'est est-ce que quand existe? Aujourd'hui. Ouais. C'est quand? C'est quand qu'on est? Ouais. C'est quand? C'est maintenant. Et c'est rigolo parce que à partir de 5-6 ans, il y a comme cette chose qui émerge un peu naturellement, qui a envie de savoir en fait. Oui. Bah, on est où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il y a quand même cette construction là qui oui. Mais c'est normal. Donc, non mais il y a quand même la nécessité pour fonctionner dans le monde que l'enfant peu à peu se crée le moi individuel. Et après il en ressortira. Enfin si ça doit se faire comme ça, mais cette phase est nécessaire. C'est l'emballage du paquet cadeau, comme je disais. Et après ça se redéballe quoi. Moi j'ai du mal avec le temps, je le retiens jamais en fait, je retiens jamais les années, je retiens jamais... J'ai jamais l'impression d'avoir intégré. Non, c'est vrai. Je sais jamais à quel moment, quel jour on est, Parce que ça n'a aucune réalité. Hein. Encore une fois, le temps c'est une pensée. Vous devez toujours faire appel à une pensée pour vous rappeler l'âge par exemple. Ça demande... moi, ça me demande à chaque fois de calculer. Je revalide plusieurs fois à chaque fois. Ah ouais, ça doit être bien, ça doit être ça. C'est... J'ai l'impression d'avoir toujours été comme ça. C'est pas une impression, c'est le cas. T'as toujours été la même. T'as jamais changé. Hein. D'accord. Des fois, je prends souvent cet exemple-là, ma grand-mère qui a 93 ans, des fois elle me dit je me sens comme une personne de 93 ans. Et je lui dis ah ouais c'est bien vrai, mets-toi dans ta chaise, bouge pas, ferme les yeux. Est-ce que tu te sens dans l'expérience directe avoir 93 ans? Elle me dit non. Bah non. Si vous arrêtez de croire en ce que vous voyez dans le miroir, il n'y a pas de 93 ans. D'accord.
Comment? Il n'y a même pas de corps. Si oui, c'est ça. Dans mon corps, je ne sens même pas mon corps. Enfin, oui, bah oui. Ça va au-delà, quoi. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on croit à l'image ou est-ce qu'on croit en ce qui voit l'image? Enfin, c'est même plus un croire d'ailleurs. Est-ce qu'on vit à travers une image ou est-ce qu'on vit la vie? En ce moment, personne d'entre vous fait l'expérience d'un corps qui voit un autre corps, par exemple, qui voit deux autres corps. L'idée, l'impression est ajoutée qu'il y a un corps qui voit cette image apparaître. Mais si vous remontez le projecteur, si vous remontez ceux qui voient l'image et ceux qui voient toutes les formes apparaître, c'est bien un espace immuable infini qui voit cette image apparaître à l'intérieur de lui, dans l'expérience. C'est clair que cette image, elle s'applique sur une paix. Dans l'expérience directe. Le corps lui-même est vu comme s'appliquant sur cette paix transparente. Transparente, si vous remontez la vision, c'est complètement transparent. Symboliquement, on dit que l'humain, il est à la fois moitié dans le relatif, moitié dans l'absolu, en fait, symboliquement. Et ça s'exprime par le champ visuel. Vous avez 180 degrés de relatif, en apparence, du film, mais personne ne place son attention sur les 180 autres degrés. Amenez votre attention sur ce qu'il y a par là. Je ne vous demande pas d'imaginer une tête. N'imaginez pas une tête, regardez ce qu'il y a par là, à 180 degrés derrière. C'est comment, dans le vécu intime. Vous voyez bien que là, c'est complètement transparent, tranquille. J'ai eu l'impression de ça, moi, hier matin, parce qu'il y avait un ray de lumière qui allait sur une bougie, d'ailleurs Fatima, enfin bon, bref. Et puis, je me suis demandé à ce moment-là, il y a la question qui est venue, qui voit? Et en fait, plus je reculais ma vision intérieure, je me dis, il n'y a personne en fait pour voir. Il n'y a personne qui voit, exactement. Une conscience. J'ai une amie qui a réalisé le soi il n'y a pas longtemps, mais qui fait des allers-retours un petit peu. Elle me demande de la guider pour qu'elle s'établisse dans le soi. Et donc, comme elle a un peu l'habitude avec cette mécanique, je lui dis va à 0 cm, va au plus intime de toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne. Et ce vécu, est-ce que c'est pas le même partout? Oui. Puis voilà, c'est tout. En fait, tous ces doutes, ils sont tombés d'un coup, ça a pris 5 secondes. C'est une question de ne pas croire dans ce qui agrippe, exactement. C'est ça. Il y a quelque chose qui agrippe. En fait, c'est pareil pour entendre, hein, qui entend. C'est la même chose pour le reste. Qui perçoit, qui... Toucher, tout. Et qui goûte. Je me suis amusée du coup à faire les expériences comme ça, je me suis dit, pareil. C'est la même chose. Dans l'expérience directe, quand vous mangez quelque chose, c'est fait exprès d'ailleurs. La bouche, elle est pas vue. Et il y a l'aliment qui entre comme ça dans la bouche, et c'est dissous dans le rien, dans l'expérience directe. Donc personne ne mange. Pourquoi la vie est faite de paradoxes? Parce que c'est vachement plus marrant. C'est fou parce que je me dis, c'est incroyable. Comme je crois. Ouais, mais en fait, c'est pas drôle de tout comprendre. C'est incroyable. C'est pas marrant de tout comprendre. C'est aussi sympa de pas comprendre. Oui. Les gens qui comprennent tout, enfin qui croient tout comprendre, qui sont dans je sais, ils sont tristes. Ah, pour moi, je suis pas triste, mais je comprends rien. Ah bah, c'est ce qui s'est dit. Expliquer. Je suis joyeuse.
Bienheureux les pauvres d'esprit. Ouais. Ça, c'est ça. Ouais. Les pauvres hommes d'esprit. C'est pas ce qu'on veut en plus dans le cœur. On ne veut pas comprendre la vie. Non. On s'en fout de comprendre la vie. On ne veut pas comprendre l'amour. Qu'on t'explique l'amour, qu'est-ce que tu t'en fiches? Ouais. On préfère le goût de ça à la compréhension de ça. La présence, c'est un mystère, mais il y a un goût du mystère quand même. Donc tu pourras jamais comprendre ni expliquer être. Ce sera toujours un mystère pour le mental, mais il y a un goût, évidemment pas sensoriel, mais il y a un goût du mystère. Plus tu essaies de le comprendre, plus ça t'échappe. Plus tu essaies de le voir, de voir être, par exemple, plus ça t'échappe. À chaque fois que je prends la parole, ou que j'exprime une émotion, j'ai la sensation que c'est comme une offrande. Quelque chose qui s'offre. Et c'était pareil quand j'étais allongée pour faire sortir les émotions, enfin, les voir, les accueillir. C'était comme s'il y avait quelque chose qui s'offrait. Oui. Et donc, c'est pour moi, c'était une période sacrée. Oui. Ouais. Vraiment. C'était un bijou qui sortait de moi, peu importe comment on était ce bijou. Oui. Que c'était une expression qui dépendait pas de moi parce que je l'accueillais. Ouais. Enfin, et je l'accueillais. Ça se vivait. Et offrande. Offrande, c'est quand même, comment dire, quelque chose qui sort de là et qui va. Ouais, mais c'est aussi c'est une voie en fait, et même c'est même une voie traditionnelle de l'ordre plutôt de la branche dévotionnelle. Il y a une fois j'étais avec une sage et on lui a posé la question qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Évidemment, il ne parlait pas à la sage elle-même, mais à la divinité. Enfin, pour les Indiens, un être peut être, est la divinité incarnée. Un sage, c'est dans sa manifestation parfaite, on va dire. Avatar. Voilà, avatar. Voilà. Et la réponse, c'était tout, absolument tout. Tu peux tout m'offrir. Même cris, ouais, c'est ça. Même ce que tu trouves impur, entre guillemets, voilà. est accueilli par le... Et quelque chose qui accueillait, cet amour accueillait tout ce qui sortait. Ouais. Et accueille toujours, en fait. Ouais. Et c'est là où j'ai senti, parce que quand je suis née, je me sentais comme moins que rien. Je vu l'histoire d'avant, quoi. Et le fait d'avoir cette opportunité de comment dire, d'émettre, de laisser émettre ce qui est encombré, encombrant, comme un cadeau que j'offrais. Donc j'ai appris le respect pour moi-même, en fait.
parce que je sentais que c'était l'amour qui accueillait. C'était l'amour qui accueille, en fait. Oui. Et c'est une belle expérience de se laisser être offrande. Quand j'en parle, je suis toute chaleur. Ouais, c'est très heureux, en fait. Ouais. Malgré les difficultés que j'ai eues à tout. Voilà. Comme tu le dis, l'offrande, c'est aussi un mouvement, et souvent ce qui bloque sur le chemin, c'est des cristallisations, et c'est vécu justement comme quelque chose qui fige. Le principe de l'ego, l'ego est toujours ressenti comme quelque chose qui fige, quelque chose qui coince, qui contracte. C'est facile à reconnaître, en fait. Ça se reconnaît toujours ici quand ça bloque, quand ça se raidit. Quand on laisse tout partir, oui. C'est même joli. Enfin, oui. Et souvent, c'est très fréquent qu'on m'exprime qu'on ressent de la chaleur, on ressent des picotements, on ressent des trucs, parce que même au niveau physique, ça se remet à circuler. Et quand tu disais je me sentais moins que rien, ça c'est encore un petit truc en trop. Oui, je me sentais. Ah bah ça va, c'est bon alors. alors. Je me sentais. On disait que c'était avant. Ah ok, bon ça. C'est grâce au fait que les choses sont parties. J'ai appris l'apprentissage de l'amour, en fait. Oui. Longtemps que je voulais le dire. Oui. Mais je sentais pas le moment. Pour les personnes qui sont dans cette voie de la dévotion, qui est assez fréquente en Inde, mais pas trop en France, il y a cet amour-là, en fait, prend toute la place. C'est-à-dire que même chaque action est vue comme offrande. C'est-à-dire que tout ce qui vient vers toi, tout ce que toi tu fais, est offrande dans les deux sens. Et quand tu me parles de ça, pour moi, ça me rappelle une femme qui est une sage du sud de l'Inde avec qui j'ai vécu un peu, et qui, elle, c'était vraiment la voie de la dévotion qui l'a amenée jusqu'à la réalisation. Et c'était, elle était disciple de Papa Ramdas, enfin elle l'est toujours, enfin elle se sent plus comme disciple, mais puisque le disciple c'est encore une étiquette, donc ça, à un moment donné ça s'en va aussi. Donc pour elle, c'était la forme, ça la mettait dans un état d'ouverture, comme tu dis, d'amour. Donc elle utilisait ça tout le temps, et c'était quand je mange, même quand je mange, c'est papa que je mange. Ça peut paraître bizarre pour nous occidentaux. Elle l'appelait papa. Papa, tout est papa en fait. Donc quand je marche sur le sol, c'est papa. Quand la cuillère avec laquelle je mange, c'est papa. Et à un moment donné, il y a la réalisation de l'unité, réalisation que tout est un, quoi. Il n'y a plus de séparation. Et souvent on me demande comment rester tout le temps dans la présence au quotidien, avoir un petit peu de dévotionnel, une petite goutte de dévotionnel comme ça peut aider en répétant un mot, que ce soit un être ou une qualité d'être, comme amour ou comme joie ou paix, etc. Ou une phrase qui nous fait quelque chose intérieurement. C'est à chacun de trouver son truc. Je sais que c'est pas traditionnel
peut-être parmi vous, ceux qui ont été dans des voies traditionnelles, ils vont me dire non, c'est le maître qui donne le mantra au gourou et c'est secret, et il ne faut pas le dire aux autres, etc. Et ben moi je vous dis non. Je vous dis non. Ouais. Parce que ça s'est réalisé en faisant aussi comme ça, mais aussi autrement. Un guide est important quand même. Ça c'est pareil. Être guidé, c'est important. Bah, traditionnellement, il y a beaucoup de textes, il y a même des livres entiers sur l'importance du gourou, du maître, la relation de maître à disciple, etc. Ça peut être important, mais c'est pas une nécessité absolue. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de guide et qui n'ont même jamais entendu parler d'un guide ou d'un chemin et qui est à réalisation. Donc c'est pas forcément nécessaire. Mais ça peut aider. Ça peut aider aussi juste à s'en rappeler en fait. C'est ça. Ça valide, ça confirme. Ouais. Ça... Juste à s'en rappeler. C'est pour ça qu'en Inde, il y a plein de pratiques liées à tout ce qui découle de la relation au guide. Des pratiques pour nous qui peuvent paraître un peu enfantines, du style vous découpez une photo de Pierre et Gérald et puis vous la mettez, vous la scotchez contre C'était déjà facile à nuit avec vous. Mais voilà, je suis fatiguée ce matin, mais... Vos visages, ça a été toute la nuit, ça a été vos visages, quoi. Ouais. Et pourquoi j'étais un peu fatiguée, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir très bien dormi quand même. Et Dieu, il fait du harcèlement des fois. Ouais. Un autre sage que j'ai connu, pour moi c'était mon grand-père quand je l'ai rencontré, tout de suite il y a eu quelque chose de très fort avec lui. Et lui, à 20 ans, il a tout quitté, toute sa famille, tout, à l'indienne, quoi, radical. Il est parti dans les montagnes des Himalayas pour rejoindre ce maître-là. Il avait juste lu un livre de ce maître-là. Et non, il n'a même pas lu le livre. Il a commencé le bouquin et à la fin de l'introduction, il a écrit Come to me, I will make you a saint. Viens à moi, je ferai de toi un saint. Et en fait, il n'a pas pu lire la suite du livre. La phrase, elle est restée là, et en boucle pendant 15 jours. Viens à moi, je ferai de toi un saint. Viens à moi, je ferai de toi un saint. Elle a pété un câble. En fait. Et du coup, il a tout quitté, il est parti, et il est venu. Voilà. Et donc, il y a des fois, il y a du harcèlement comme ça. Non, un jour. Faut laisser faire. Oui. Oui. Ah, de toute façon, ça se fait. Hein. Ouais. Oui. Et l'anecdote me fait penser à quelque chose, parce que depuis hier, on a fait le tour de pas mal de souffrances qui trouvent une solution qui disparaissent avec la réalisation. Et moi, il y a une souffrance qui me semble importante à notre époque, qui est la recherche de l'amour sur le plan phénoménal. On voit tous les sites internet de rencontres, toutes les tensions, les crispations qu'il peut y avoir, l'avidité, le sentiment de manque, tout ça. Et la chose qui m'interpelle, c'est que j'ai entendu plusieurs fois, Pierre, que tu étais en couple. Oui. Et, voilà, je sais pas, pourquoi deux plutôt que un? Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'on est deux?
Celle-là, je la voyais arriver gros comme une maison. L'élan vers le couple sur le plan phénoménal est toujours là. Bah, c'était avant la réalisation, alors je sais pas comment ça serait passé après, mais voilà. Et ça d'ailleurs c'est intéressant de le souligner, puisque des fois il y a des gens qui osent pas réaliser soi de peur que ça chamboule tout dans la vie et qui fassent un peu des trucs du genre Nisargadatta par exemple est passé par cette phase où il a quitté sa famille et puis d'un coup il rencontre un sadhu sur son chemin. Un sadhu c'est un moine errant qui voit tout de suite qu'il a quitté sa famille télépathiquement, et donc il lui dit mais pourquoi t'as quitté ta famille? N'es-tu pas toujours le même dans ton foyer ou en dehors de ton foyer? Puis là, elle a compris, il est tout de suite retourné chez lui. Enfin, je veux dire, ça change rien. Non, ça change rien. Être en couple ou pas en couple, ça change rien. C'est au-delà de tous les aspects culturels. Rumi avait plusieurs femmes, même ça change rien. La plupart des grands sages soufis ont une vie totalement ordinaire et même cachée. Enfin, peu de gens savent que ce sont des sages, cachés aux yeux des autres. Et pourtant, c'est le mécano du coin qui a son épouse, ses enfants, une vie complètement hyper discrète, quoi. Ouais. Ça change rien du tout. Sur le plan matériel, il n'y a rien qui change. Tu sais que t'es pas dans le film, mais le film continue quand même. C'est un peu comme... ouais, c'est ça. Tu sais que tu n'es pas dans le film, mais voilà. Le film continue. C'est le même film. C'est le même film, ouais. Ça change pas pour autant le film. Et dans certains cas, ça pourrait aussi changer. Tu vois, ça dépend. Dans certains cas, ça pourrait le changer. Mais il y a aussi certains êtres réalisés qui sont allés après en couple. Ça pourrait aussi se faire. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a qu'il y a exclusivité, comme dit Gérald, ouais. Ou qu'il y a l'idée que si l'autre était pas là, l'autre entre guillemets, il y aurait un manque. Ouais. Il me semble que Eckhart Tolle est en couple et c'est arrivé après la réalisation, et pourtant je pense pas que ça changerait quelque chose. Est-ce que ça changerait quelque chose si on était tous à ce niveau de conscience? C'est pas un niveau, mais je vois ce que tu veux dire. Ça changerait des choses à la manifestation. Dans la manifestation, on serait plus créatif ou on aurait plus de... Ouais, on serait plus créatif, mais c'est surtout, on serait pas... comment dire... Il n'y aurait pas de compulsion, il n'y aurait pas... Ça ira au-delà de tout ça. Du coup, il n'y a plus de limites, pas de restrictions. Tout est possible dans l'instant, ça serait... oui. À cette échelle-là, oui. Ouais. Donc, finalement, tous les problèmes sociétaux qu'on peut rencontrer n'ont absolument aucune espèce d'importance aujourd'hui sur la Terre, sur la planète. Ça dépend d'où tu parles. Exactement. Il y a plusieurs réponses possibles. Ouais, je parle matériel, je parle environnement, je parle... sur le plan matériel, ça a une importance. Ouais. Si tu crois être dans le film, ça a une importance. Ouais. Du point de vue absolu, c'est rien du tout, mais du point de vue relatif, ça peut sembler avoir une importance. Et alors le film, c'est qui l'écrit? C'est toi la conscience. Ouais, c'est toi la conscience qui... C'est toi la conscience. Qui écrit le film. Inconsciemment. Ou pas. Inconsciemment.
Bah oui, parce que sinon j'aurais écrit un autre film pour moi à faire, à vrai dire. Je me serais écrit un autre film si je l'avais fait consciemment. Non, parce que là tu parles au plan humain. Ouais. Là tu passes à travers ce filtre humain. Ouais. Là, quand tu passes à travers l'ego quand tu dis ça. Tu viens de le dire. Parce que là tu penses que tout n'est pas parfait. Parce que tu penses qu'en fait le but du film est dans le film lui-même. Alors que le but du film n'est pas dans le film. Le but du film, c'est de réaliser qu'on n'est pas dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors ça me refait revenir à la question que j'aurais voulu, enfin, je pensais poser ce matin sur la question de la souffrance et de l'intérêt de la souffrance. À quoi ça sert la souffrance? Oui. Ça sert à être plus rapidement plus conscient. C'est un moteur. Ça t'amène à réaliser là où il n'y a pas de souffrance dans l'expérience. C'est fait pour révéler ça. Il faut passer par là pour en prendre conscience. Alors pas forcément. Pas forcément. C'est pas une obligation. Voilà, a priori, la majorité passe par là. Oui, quand même. On va dire, la majorité. Ouais. Maintenant, il y a des exceptions. Les yogis disent qu'il y a 1% seulement des enfants, si tu leur dis ne touche pas la casserole, c'est chaud, qui vont dire ok, je touche pas. Tous, ils vont passer par la souffrance pour réaliser. C'est la même chose en fait. Donc il y a quand même quelque chose de... Pour 99%, on va dire, il y a la nécessité de passer par la croyance dans ce monde perceptif et de croire que ça c'est la réalité, pour après se prendre une claque qui te fait faire un demi-tour avec la tête pour aller voir dans l'autre sens. Enfin, tout ça c'est des images, hein. C'est pas avec la tête que tu fais le demi-tour, mais tu vois. Si le film comporte une partie de souffrance, c'est pour aller visiter cette croyance-là, en fait. Ouais, en fait, le film ne comporte même pas de souffrance dans l'absolu. Quand tu regardes un film au cinéma, est-ce que tu dis qu'il y a de la souffrance dans le film ou pas? Non, je sais que non. C'est un film. Oui, bah pareil. C'est pareil. Exactement. Il y a souffrance si tu y crois. En fait, je dis ça, j'ai perdu mon compagnon dans un accident de voiture quand j'avais 26 ans. Et du coup, j'avais vraiment le sentiment d'être dans un film, quoi. Oui. Pendant au moins 2 ans. Ouais. Mais je me disais, mince, alors c'est quoi la prochaine série du film, quoi? Ouais. Donc j'avais encore peur de la mauvaise série du film. Ah oui, d'accord. En fait. Ouais. Voilà, c'est pour t'avais ça peur que je de dis ça. ressouffrir, ouais. Voilà. Et du coup, je me disais, mais qui est-ce qui a écrit le film? Enfin, oui, souvent les gens en veulent à la vie. Qui est-ce qui a écrit le film? Ouais, c'est ça. Si c'est moi inconsciemment qui ai écrit le film, Oui. qu'est-ce que je suis venue chercher dans ce film-là, quoi? Et c'est ça. Oui, c'est ça. Bah oui. Par exemple, l'une des souffrances au niveau du petit moi qui est la plus forte, c'est une mère qui perd son enfant. Et il y a beaucoup de mères qui ont perdu leur enfant, qui après se mettent d'un coup dans un chemin spirituel et pour une partie qui réalise le soi. Et en fait, c'est fait exprès. Tout ça, c'est de la mise en scène et voilà, des fois, ça a même été fait, même souvent, ça a été fait avant de venir. C'est carrément la mère qui a dit à l'enfant, alors ok, donc tu vas venir, tu vas mourir à cet âge-là pour bien me... Et puis après, comme ça va se réaliser. Ça peut se mettre en scène comme ça, tu vois. Pour bien me faire un électrochoc. Ça peut être ça. Tous les scénarios sont possibles. Mais évidemment, quand tu reviens, quand tu es dans le corps, quand tu crois être dans le corps, et là, t'as oublié. Il y a une amnésie. Isaac Atata dit que le film est écrit 9 mois avant la naissance, dans les moindres détails. Vous êtes d'accord avec ça? Ben... Après, on peut dire oui, mais il y en a qui disent oui, autre chose, quoi. Ouais. Oui, pourquoi pas. Tu vois, c'est ce qui permet, par exemple, dans certaines cultures où ils ont
on va dire des astrologues ou des médiums, ou peu importe comment on peut l'appeler, qui sont tellement pointus qu'ils peuvent te prédire exactement toute la vie d'une personne. Tu vois. Ouais. Et même maintenant, il y a des logiciels qui fonctionnent plutôt pas mal, qui peuvent te dire tout ton plan karmique. Tu tapes la date de naissance de Gérald, je l'ai fait dans le logiciel, et c'est écrit cette personne-là guidera les autres. Elle est apte à pouvoir. Tu vois. Ah, tu mets pas. Ah, c'est pointu quand même. Ah, c'est pointu, hein. C'est quoi le logiciel? Attention. Ouais. Une question dans la Ouais. Si vous tapez thème karmique sur Google, vous allez trouver. Le fond est noir et c'est écrit en jaune, si ça n'a pas été changé. Ouais. Alors, cela dit, on n'est pas. Je rappelle qu'on n'est pas le. On ne se résume pas à l'histoire du film, encore une fois. C'est pour ça que il y a tout est écrit, mais il y a aussi tout est possible. En fait, les deux, puisque le relatif et l'absolu existent, coexistent. En même temps. Ouais. En même temps. Ouais. Donc, en fait, il est aussi tout à fait possible qu'une personne ait un thème karmique des plus pourris qui soit, et il peut y avoir réalisation. Et là, par contre, ça peut être ni vu par aucun logiciel, ni vu par aucun médium, aucun astrologue, etc. On peut faire changer les choses à l'instant présent. Exactement. C'est ça. Tout est toujours possible à l'instant quelque présent. chose de bizarre dans une salle d'attente. Ah bon, voilà, je passais un examen, j'étais malade et tout, et en fait, il ne fallait surtout pas le passer, cet examen. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, il va falloir que j'y aille, et puis je me suis dit, ah, une autre solution, l'instant présent. Et l'instant présent, du coup, je suis restée dedans, et là, bizarrement, je me suis dit, on peut faire quelque chose, mais j'y croyais vraiment, dans l'instant. Et en fait, je suis rentrée dans la pièce et on m'a dit, on vous a donné ça, enfin des gouttes et tout. J'ai dit, oui. Ah ben non, il fallait pas. Alors, j'avais attendu 1 heure et demie. Ouais. Et en tremblant au départ. Non, fallait pas. Au revoir, madame. Je suis partie, je fais, ça marche aussi. Même si c'était écrit, sur l'instant, on peut le changer. Tout est possible. C'est possible. Tout est possible. Ouais. Et c'est bizarre, ça ne m'était jamais arrivé. Tout est possible. De toute façon, vous ne saurez jamais si ça avait été écrit ou pas. Alors. C'est ça. Tu ne pourras jamais dire si ça, c'était pas aussi prévu. C'était écrit sur le calepin, mais c'est tout. La façon dont on interprète ce qui est décrit, ça peut être une forme à laquelle on s'approche. Ouais. Oui, on peut la saisir. Ouais. C'est pour ça que... D'un autre possible. Ouais. Tu peux rien faire d'autre que rester tranquille, en fait. C'est ça. Mais l'instant présent est fort, quand même. C'est pas mal, je note ça. L'instant présent est fort. Ouais. Comment, une question que je me pose, le fait de réaliser le soi vous a donné accès à une multitude de réponses à toutes nos questions. Est-ce que c'est... Comment vous pouvez expliquer ça? Moi je trouve ça mystérieux que vous puissiez répondre à toutes les questions sur presque tous les sujets. Est-ce que vous êtes arrivé à une base de données? Oh, l'adresse internet. Quel logiciel vous utilisez? Ouais. Tout est disponible. Tout est disponible en fait. Ouais. Tout est disponible. Tout. Maintenant.
Mais on n'a pas de... Rien n'est préétabli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario construit qui nous dise à l'intérieur, avec des paroles et des mots et des phrases et des voix, tu vas répondre ça à la question qu'ils viennent te poser. Il n'y a pas en fait tout ça. Là, c'est comme si on n'entendait même pas de pensée, rien de tout ça. Et spontanément, ça émerge. Oui. C'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Et puis tu crois qu'on a la réponse à toutes les questions, mais qu'est-ce qui te prouve que ce serait pas le contraire? Que tu poses toutes les questions qui sont censées avoir une réponse ici et maintenant. Ça se trouve, c'est l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est la même chose dans la vie. C'est pour ça que je dis ça. C'est pareil dans la vie. Comment dire, la réponse et la question sont simultanées. Si tu as eu l'idée d'aller dans l'instant présent comme ça et qu'après l'expérience s'est modifiée, c'est qu'en fait c'était déjà fait en simultané. La réponse était déjà arrivée en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, on est encore dans de la temporalité, mais il n'y a pas de temps. Et s'il n'y a pas de temps, ça veut dire que tout émerge en même temps. La question et la réponse émergent en même temps. Dès le moment où tu te poses la question, tiens, je pourrais réaliser le soi, c'est que c'est déjà fait. Exactement. Il y a l'illusion d'un temps qui perdure, mais en fait, non, c'est déjà fait. Ça sait, en fait, là, déjà ici, que c'est là, mais il y a juste des petits voiles, il y a des petits sépalas qui sont encore présents, mais ça sait que c'est là. Si vous arrivez à le voir, à le sentir chez nous, c'est que forcément c'est chez vous. Hein. Oui, si ça fait un écho. Sinon c'est pas possible. C'est déjà reconnu. C'est impossible sinon de pouvoir le voir ça. Ouais. Et justement, est-ce que dans la mesure où chaque fois que quelqu'un change quelque chose en lui, ça change en l'autre aussi, oui. Et donc la réponse ne peut que changer aussi, tout n'est que mouvement finalement. Sur le plan relatif, oui. Sur le plan relatif, il y a des mouvements, il y a une danse qui se met en place jusqu'à ce que tu réalises ce qui est à l'origine de tout ça. Mais peut-être que votre réponse maintenant n'aurait peut-être pas été la même si ça avait été au début du satsang. La réponse, des choses qui ont bougé en nous. C'est la réponse qui doit arriver ici et maintenant et à la personne. Parce que souvent il y a des gens qui prennent par exemple un sage, ils vont lire 800 pages de questions-réponses avec le sage, et puis s'ils ont une bonne mémoire et un bon esprit d'analyse, ils vont se dire attends, il a répondu ça, c'est la même question, il répond ça à un et ça à l'autre, et ça semble complètement différent. En fait, ça l'est pas. C'est pas différent. Mais ce sont des biais. La bibliothèque akashique, c'est un lieu sur un autre plan vibratoire qui regrouperait apparemment toute la connaissance de tous les mondes, en prise dans beaucoup de littérature. C'est quoi? C'est une invention, sachant que la conscience est tout, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut exister, ce lieu? Oui, tout le monde serait regroupé. Ça existe dans l'astral, oui. Ouais, dans l'astral, c'est là, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est comment? Déjà, dans l'expérience d'une personne à l'autre, qui fait l'expérience des annales akashiques, c'est différent. Hein. Ouais. Tout le monde ne le perçoit pas du tout de la même façon. Certains y rentrent très facilement, d'autres ils disent qu'ils sont arrêtés par des gardiens, d'autres que ça ressemble un petit peu comme à une immense bibliothèque sans fin. D'autres disent qu'ils voient que des lumières, avec des nuances, des vibrations différentes, et chacune correspond à une connaissance ou un... Donc du coup, l'expérience est faite différemment d'un être à l'autre. Mais oui, ça existe, effectivement. Dans l'astral, c'est... Ouais. Ouais. Ça existe parce qu'il y a suffisamment de personnes qui y croient et ça maintient l'existence de ça. Ça ne peut pas exister indépendamment d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est la conscience qui fait ça, ouais, qui maintient ça. On va dire qu'elle le maintient, c'est ça. Comme elle maintient tout le reste d'ailleurs. Exactement. Ouais. Comme là, il y a une conscience qui maintient toutes les formes. Ouais. Ça paraît
je sais pas, les gens ne se posent pas la question, mais pour que, par exemple, juste un coussin soit coussin, c'est-à-dire que pour les atomes ils soient maintenus en place, il faut une conscience. Il faut une conscience qui maintienne tout le temps la fréquence du orange, par exemple. Sinon, ça ferait une bouillie d'atomes qui ressemble à rien. Donc il y a forcément une conscience qui maintient toujours l'image. Et sous l'aspect du maintien, de préserver les formes, là, en Inde, ils l'appellent Vishnu. Ouais, la force de préservation. Voilà, c'est ça. C'est ce que recherchent tous les scientifiques quantiques quand ils vont au plus profond de l'atome, ils découpent ils ouvrent le proton ou l'électron, ils cherchent en permanence, ils arrivent toujours à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, ça s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête jamais. Il divise. C'est poupées russes, et on n'a aucune explication sur ce qui tient l'atome en lui-même. Sur la force électrique des électrons ou des protons. Ils n'arriveront pas à le trouver parce que c'est pas un objet. Bah oui, c'est pas un objet. Et en fait, maintenant, il y en a beaucoup qui ont arrêté de chercher dans ce sens-là, parce que les équations montrent que c'est impossible de trouver une réponse par là. Ni dans l'infiniment petit, ni dans l'infiniment grand. C'est parce que c'est infini. Les équations montrent que c'est infini. Exactement. Même dans les accélérateurs de particules, ils trouvent en fait sans cesse de nouvelles particules. Ça n'arrête jamais. Et ça fait longtemps qu'ils travaillent avec. Et c'est à l'infini, ça ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais fait des études en électronique, où au début le prof nous dit je vais vous expliquer ce que c'est l'électricité, et il nous dit mais en fait on ne sait absolument pas ce que c'est l'électricité. On en connaît les effets, mais on n'en connaît pas la source. Et là ça m'avait... Donc là, la boucle. Mais quel que soit ce que vous expérimentez, si vous discernez vraiment les choses, vous allez voir que tout vient de rien en termes d'objet et tout repart à rien en termes d'objet. Mais vraiment tout. Le corps, les sons, les sensations, tout ce monde-là, il émerge d'un rien en termes d'objet. Il n'y aura jamais... aucun mental, le mental est un objet lui-même, ne pourra comprendre ça. Mais par contre, ça peut être vécu. Où est partie la minute d'avant? Où est la minute d'après? Et à l'aune de ça, est-ce que parce qu'on a quand même une théorie scientifique de création de l'univers, le Big Bang. Qu'est-ce que ça... C'est une théorie qui est remise en question d'ailleurs il y a quelques temps. Ils sont en train de travailler, parce que là ils sont en train d'essayer de voir comment avant, ça y est, commencent à travailler là-dessus parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe là. Donc ça y est, le Big Bang c'est en train d'être remis en question là. Ils finissent par penser, en fait c'est un truc comme ça que je disais il y a une trentaine d'années, ils finissent par penser que les univers tels qu'ils les conçoivent, ils sont matriciels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reformer d'autres univers, etc. Donc maintenant ils commencent à se poser des questions là-dessus. D'accord. C'est drôle quoi. Oui. C'est marrant. En fait, ça peut être vu comme une espèce d'expansion et en fait, un mouvement de contraction. En Inde, c'est vu comme ça par les maîtres des milliers d'années. À un moment donné, il y a inspiration, expiration, voilà, c'est ça. Après, tout est résorbé et hop, à nouveau, il y a manifestation.
Et le soi est antérieur à ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se passe dans le soi. Oui, à l'intérieur. Si on crée ce qu'on voit à chaque instant, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul esprit et plusieurs univers. À chaque instant, plusieurs univers. Ouais. Donc c'est propre au personnage, en fait. Non, c'est pas le personnage qui crée, c'est la conscience qui crée. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un univers pour chaque personne. On peut dire ça comme ça, ouais. Ah oui, on peut dire comme ça, ouais. Donc le Big Bang, ça tombe complètement. Parce que déjà, il n'y a pas qu'un univers. Ici, il y a autant d'univers qu'il y a de personnes. Oui, on peut le dire comme ça, que en fait, chaque être porte, ou plutôt porte sa vision de l'univers, ou sa caméra. Sa perception. C'est ça. Et ça fait comme un univers propre. Quand je travaillais au cinéma à UGC à Paris, ça m'a sauté aux yeux à un moment donné que chaque humain portait son univers propre, qui croit comme étant la réalité absolue, mais qui n'est qu'un bocal, en fait, qui déplace. C'est... Ouais, tous les points de repère, les référentiels et tout ça forment une espèce d'univers, quoi, de quelque chose qu'on prend comme la réalité. Donc tout est un. C'est le cas de le dire. La conclusion. C'est ça. Oui. Tout est Pas d'univers. Il y a d'abord le soi et après il y a l'univers qui émerge. Il n'y en a pas. L'univers émerge au sein du soi, Voilà. de la conscience. Comme n'importe quel autre objet. L'univers. Oui, n'importe quel objet, n'importe quelle perception. Est-ce que vous avez dit que tout est contenu dans le soi? Oui, tout est en tant que le soi lui-même. Ouais. Tout est contenu dans le soi et fait du soi lui-même. Ça, je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est extérieur à toi là dans l'expérience directe? Oui. Quoi? Tu vois et tu perçois un extérieur? Dis-moi, qu'est-ce qui peut être extérieur à toi dans l'expérience directe? Par exemple, quoi? En fait, ouais. Si t'en fais l'expérience, c'est que c'est à l'intérieur de toi, dans l'expérience directe. Je sais pas, là il y a un truc, j'arrive pas à... Est-ce que je suis dans ton expérience ou pas? Non. Le corps là? Oui? Non? Je suis pas là? Si, oui. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas en toi dans l'expérience directe? Moi, par exemple, je vois ton corps, mais je sens pas les sensations que tu sens avec ton corps. Donc ça fait pas partie de mon expérience, tes sensations. Mais... Du coup, en ça, je pourrais croire qu'on est séparés. Oui, vu comme ça. Mais ça, c'est de l'imagination. C'est du concept. C'est pas la question de sentir ce que je sens ou ce que je sens pas, c'est de voir dans l'expérience directe s'il y a quelque chose qui n'est pas là, sans ajouter de mental, sans ajouter de concept. Oui, si je pense par exemple à ma voiture, je la vois pas là, donc en fait c'est que dans ma tête qu'elle existe, c'est ça? Ouais. La pensée voiture. La pensée voiture. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais dans l'expérience directe, tout est inclus dans la conscience, apparaît au sein même de la conscience.
C'est clair ou Mais alors, du coup, quand tu dis que tout est inclus dans la conscience, je voudrais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, quand on se met focalisation zéro, là, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui est projeté et puis il faut reculer en arrière pour exprimer, mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Et finalement, donc, on est plutôt ce qui est en arrière, c'est-à-dire ce qui est calme, en fait, tranquille. Ouais. Mais du coup, on est aussi ce qui est en avant. Oui, oui, bien sûr. Ouais, et tout. Les deux en même temps. Ouais. Parce que l'expérience directe inclut justement les 180 degrés par là, qui sont vécus. Sans imaginer de tête. Tu vois. Et donc là, tu te rends compte que cette paix-là, en fait, elle ne peut pas être pointée du doigt. Tu ne peux pas savoir le calme que tu sens, la paix, elle n'a pas de centre. Et si tu regardes bien la nature de cette paix, tu vas voir qu'en fait, elle englobe absolument toute l'expérience. L'intégralité de l'expérience. C'est que la manifestation est aussi dans la paix. Oui, toute la manifestation est dans la paix. Et même la guerre, elle est dans la paix. Tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais, mais pédale pas trop d'ici. Une dernière ou deux dernières questions. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de commun à nous tous dans l'expérience? Là, on est dans le même bocal? Justement ça. Non, c'est la paix. C'est ça. Là, on est un dans les 180 degrés derrière la tête. Tout ça, c'est pour pointer, hein, bien sûr. Et la couleur du coussin, ouais. Ça fait partie de l'expérience commune. La couleur du coussin, elle appartient aussi aux 180 degrés derrière la tête. C'est pareil, c'est vécu, c'est la même paix. Entre les atomes, il y a la même paix. Ouais, donc il y a la même beauté. Mais cette paix est conscience aussi. Ouais. Cette paix permet de maintenir le coussin en place. Quand il y a quand même souvent du consensus sur le beau, est-ce que ça parle de cette unité? Sur le mot? Le beau. Le beau? Le beau. Oui. Oui, le beau, on peut l'appeler... on peut dire que être, c'est le beau, avec une majuscule. Ouais. Et c'est un beau non catégorisé. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir toute la beauté de l'univers dans une pile de linge, par exemple, en vrac sur le lit. C'est pas un beau... Le beau est une question de regard, mais pas regard des yeux. Certains peintres, par exemple, pourraient être fascinés par une pile de linge sale sur un lit et travailler le drapé, par exemple, de ce linge et trouver ça magnifique. C'est toujours une question de regard. Pour la majorité des gens, par exemple, quand ils voient un nuage, ils vont dire c'est blanc. Si vous avez vu le film La jeune fille et la perle, qui parle de la vie de Vermeer, à un moment donné, il explique comment il voit les nuages. Il y a davantage de conscience. Plus il y a de conscience, plus il y a du beau. Et donc là, lui, il décrit qu'en fait, il n'y a pas du tout du blanc, quoi. Le blanc, c'est vraiment quand tu vois rien, quoi. Et lui, il voit du rose, plein de couleurs, quoi. Du jaune, Et c'est comme ça aussi que c'est, ouais. Si on va dans... À chaque fois que tu vas conscientiser, aller plus loin dans la conscientisation, tu vas voir qu'il y a toujours une beauté. Je suis d'accord. On ne regarde plus la simplicité. Je sais pas, quand tu es enfant, tu étais en extase devant tes empreintes digitales, devant les poils de tes bras. Mais quand tu es adulte, En fait, c'est la vie qui se reconnaît.
Ce soir, vous allez rentrer. La méditation de l'empreinte digitale.